Regarde ce type balèze à la peau toute rouge. Il a séjourné sur Mars pendant une bonne minute. C'est pourquoi il semble avoir utilisé la mauvaise teinte d'autobronzant. Tous les caroténoïdes contenus dans les carottes, les patates douces, les poivrons, les tomates et les citrouilles le protègent des rayons UV. Plus il mange, plus il devient orange. Quant à sa corpulence, elle est due à la pesanteur martienne. La gravité ici nous fait percevoir notre poids différemment. Et si tu veux assurer sur Mars, tu dois beaucoup manger. Par exemple, si une personne pèse 68 kg sur Terre, elle ne pèse pas plus de 30 sur Mars. Manger plus peut donc aider à réduire l'écart entre la gravité et le poids. Mercure est tout à fait différent. Il y fait plus chaud que sur une la plus brûlante des asphaltes le jour, mais plus froid que le château d'Elsa la nuit. Il faut être fait de métal avec un point de fusion élevé pour pouvoir survivre ici. Mais pour nous, humains ordinaires, nous serions vite grillés. Littéralement. Bien que Mercure soit la planète la plus proche du Soleil, Vénus reste la plus chaude. La vie sur Vénus parle plutôt de la jumelle maléfique du Soleil. La température y oscille généralement autour de 465 degrés Celsius en moyenne. Survivre au point d'ébullition de l'eau ou dans la chaleur extrême de Vénus est un défi pour la plupart des espèces terrestres. Seule une poignée d'entre elles peut supporter des températures bouillantes. Les autres se précipitent au Starbucks pour prendre un latte glacé dès les premiers rayons du soleil printanier. Aucun être humain ne peut donc évoluer suffisamment pour survivre sur Vénus. Les seules créatures qui pourraient y prospérer sont probablement des tardigrades et les gens chelous qui mettent de la sauce piquante sur tout. Tu te demandes ce que sont les tardigrades ? Eh bien, ce sont des créatures minuscules et adorables qui ressemblent à des chenilles et qui sont incroyablement résistantes. Elles peuvent supporter l'eau bouillante, les profondeurs d'une fosse maritime et le vide glacial et sans lumière de l'espace. Récemment, les tardigrades ont fait l'objet d'une étude scientifique à bord d'un vaisseau spatial qui s'est malheureusement écrasé sur la Lune. Les scientifiques pensent que les tardigrades ont pu survivre à l'impact. Aimerais-tu te transformer en cette créature et vivre sur Vénus ? Bon, nous en avons fini avec les planètes terrestres. Passons aux géantes gazeuses. Maintenant, regarde ce gars qui vient de Saturne. Il a des nageoires et non des bras. Il a de petits trous sans rabat d'oreilles externes au lieu d'oreilles normales. La majeure partie de cette géante gazeuse est plus froide que le cœur de ton ex, car la température y est d'environ moins 140 degrés Celsius. On ne peut pas marcher dessus, mais on peut se transformer en boule de neige ou en cristal de glace si l'on se sent fringant. La situation est assez similaire sur Jupiter, si bien que se transformer en phoque et s'y prélasser n'est sans doute pas une mauvaise idée. Au moins, tu pourras y vivre sans payer de loyer. Et ne me parle même pas de Neptune et Uranus. Ce sont des géants de glace qui n'ont pas de surface solide, donc ces types aux griffes acérées que l'on voit dans les films ? Oui, ils n'existent pas. De plus, ces deux-là ne sont pas vraiment accueillants pour nous autres. Je m'en tiendrai à mes patates douces sur Mars, merci beaucoup. Les humains pourraient vivre dans le grand vide, la seule différence étant, tout ce qui fait de nous ce que nous sommes. Nous parlons toujours de vivre sur d'autres planètes, et de la manière dont il serait possible de nous y adapter. Mais théoriquement, nous pourrions d'ores et déjà vivre à bord d'une station spatiale. Cependant, dans un cas pareil, la vie évoluerait de façon complètement différente. Tout cela parce que nous devrions nous passer d'atmosphère. Que devons-nous faire, nous autres humains, pour nous adapter à la vie dans le grand vide ? Dougal Dixon a développé un tel concept dans son livre, des créatures connues sous le nom de vacuumorphes, créées pour survivre dans l'espace. Elles sont un peu comme des humains, sauf que pas vraiment. Tout d'abord, dans l'espace, sans aucun air ambiant, tout est question de pression. Il existe une chose que l'on appelle la pression atmosphérique. En termes simples, combien l'atmosphère pèse sur nos épaules et combien elle peut être lourde. La plupart des humains ont pour habitude de vivre près du niveau de la mer, où il y a beaucoup de pression de l'air autour de nous. Mais dans l'espace, il n'y en a aucune. Ce serait éprouvant pour nos corps. Les astronautes portent des combinaisons pour encaisser ces changements drastiques. Ce qui signifie, très probablement, que nous devrions développer une coquille rigide pour protéger nos organes internes, comme les robots, les scarabées, ou certains animaux marins capables de supporter différents niveaux de profondeur. Avoir une telle coquille aide également à réguler le mouvement des molécules entrant et sortant du corps. Cet être unique des livres de Dixon, l'Homo caelestis, possède des caractéristiques semblables à celles des crustacés. Vous pouvez voir qu'il présente cette armure que nous avons mentionnée. Il est conçu pour résister aux défis de la vie en orbite et dans le vide spatial. Ils respirent avec 3 poumons, ont des membres trapus pour s'accrocher aux vaisseaux spatiaux,
et des yeux scellés pour les protéger des conditions difficiles. Ces petites créatures ont également besoin d'organes uniques pour traiter l'oxygène et les déchets. Toutefois, ils ne peuvent même pas se reproduire. Malgré leur incroyable adaptabilité, les vacuumorphes sont stériles et ont une durée de vie limitée. Nous savons grâce au film que l'espace extra-atmosphérique est tout à fait effrayant. Il y règne un froid glacial, il y a des radiations dangereuses, et pas d'air du tout. Si vous vous y trouvez, ou votre sang bouillonne ou vous gelez instantanément. Mais, en dépit de tout cela, les humains pourraient théoriquement survivre dans l'espace extra-atmosphérique pendant un certain temps. Imaginez que vous soyez soudain éjecté de votre vaisseau spatial. Dans les films, cela signifie être immédiatement expédié ad patres. Mais dans la réalité, la chose n'est pas aussi instantanée que l'écran nous le fait paraître. Des scientifiques ont mené des expériences discutables par le passé et ont eu quelques accidents avec des êtres humains. Il s'est trouvé un astronaute dont la combinaison spatiale avait été accidentellement dépressurisée. Il a perdu connaissance, mais heureusement, il allait bien après la repressurisation, bien qu'il ait perdu son sens du goût pendant un certain temps. Dans tous les cas, il semblerait que vous puissiez réellement survivre quelques minutes dans le vide spatial. Mais ce n'est pas une expérience fort agréable. Lorsque vous vous trouvez dans l'espace sans combinaison, l'absence de pression fait se dilater l'air dans vos poumons, ce qui est vraiment néfaste si vous retenez votre respiration. En moins d'une minute, vous vous évanouirez par manque d'oxygène. Il ne faut en fait que quelques secondes pour que tout devienne sombre. Cependant, il existe des formes de vie qui peuvent parfaitement résister dans l'espace. Les chercheurs ont découvert de minuscules créatures, dites extrémophiles, capables de supporter tout cela. Ce sont les survivants les plus téméraires de la nature. Ces microbes peuvent résister à des conditions insensées, comme le froid glacial, l'absence d'air et une surabondance de radiation. Récemment, nous avons cherché à découvrir comment cette bactérie spéciale se débrouillait dans l'espace. Les scientifiques l'ont envoyée à la Station spatiale internationale et l'ont laissée dehors pendant une année entière. Lorsqu'ils l'ont examinée plus tard, ils ont découvert quelque chose d'étonnant. La bactérie n'avait pas beaucoup changé d'apparence. Et elle avait même produit de petites structures, appelées vésicules, de membranes externes, pour se protéger. Il s'avère que cette bactérie dispose d'un super pouvoir. Elle peut réparer son ADN et combattre les molécules nocives qui pourraient l'endommager. Elle modifie également la manière dont elle utilise son énergie pour s'adapter à la vie dans l'espace. Cela pourrait nous aider à en apprendre davantage sur comment la vie peut exister en dehors de notre planète. L'expérience était baptisée la mission Tampopo. Les bactéries s'adaptent incroyablement bien. Ainsi, nous avons découvert que ces dernières pouvaient flotter dans l'espace des années durant. Ces minuscules organismes peuvent se regrouper en amas, comme de petites communautés autoprotectrices. Ils peuvent ainsi survivre aux conditions difficiles de l'espace extra-atmosphérique. Au cours d'une expérience fascinante, des chercheurs ont placé des bactéries particulièrement résistantes à l'extérieur de la Station spatiale internationale. Ces bactéries étaient contenues dans de petites sphères, chacune aussi épaisse que 5 feuilles de papier. Le résultat, c'est qu'elles sont restées là, indemnes, pendant 3 longues années. Leurs couches externes ont agi comme des boucliers, protégeant l'intérieur de toutes ces nuisances spatiales. Cette découverte suggère que des groupes de bactéries pourraient voyager à travers l'espace entre les planètes. On appelle ce concept la panspermie, qui signifie essentiellement la propagation de la vie à travers l'univers entier. En d'autres termes, les trajets spatiaux pourraient bien accidentellement apporter la vie sur d'autres planètes. Ainsi, si nous découvrions une forme de vie microbienne sur Mars, par exemple, cela pourrait signifier qu'elle y est arrivée depuis l'espace. Tout cela suggère que certains microbes pourraient survivre dans le vide spatial. Néanmoins, avec des créatures plus complexes, comme les animaux, les choses se compliquent ainsi. Le facteur le plus important du maintien de la vie est l'énergie. Tout le reste est bon à prendre, mais sans énergie, nous n'irions nulle part. La vie a également besoin de nombreux composés chimiques mélangés à l'état liquide pendant longtemps et dans un certain espace pour exister. S'il n'y a pas assez de pression, le liquide s'évapore. Et le vide spatial signifie justement qu'il n'y en a aucune. Il serait possible que la vie évolue à l'intérieur d'un astéroïde ou d'une lune dépourvue d'atmosphère. L'adaptation de la vie à l'espace est possible. Théoriquement, ces êtres vivants dans l'espace pourraient être constitués de gaz, des nuages animés flottant çà et là. Ils pourraient également être formés d'énergie pure, invisible, mais capables de communiquer via leur niveau d'énergie. Ou encore ce pourraient être des géants dotés de leur propre atmosphère.
comme notre planète, avec des créatures plus petites vivant dessus. Mais tout cela est extrêmement improbable. Les chances que la vie évolue dans l'espace extra-atmosphérique par elle-même sont donc extrêmement minces. Maintenant, imaginez si au lieu de l'espace, nous parlions d'une planète n'ayant qu'une couche dure et irrespirable autour d'elle. Étonnamment, même s'il n'y a pas d'air sur la planète, il y a toujours des chances que la vie puisse s'y développer. Du moins, si on y trouve quelques traces d'eau. Profondément sous la surface, il pourrait exister des rivières réchauffées par des évents spéciaux qui recrachent des minéraux. La vie pourrait commencer là, loin de la surface, où elle serait à l'abri de la déshydratation. La respiration n'est qu'un moyen d'obtenir de l'énergie, mais il existe d'autres options. La lumière du soleil, par exemple. Pensez à la surface de la Lune. Il n'y a pas d'air là-bas, mais nous pourrions quand même utiliser l'énergie solaire pour y survivre. Toutefois, nous nous trouvons profondément sous terre. Avec un accès limité à la lumière du soleil, ces créatures devraient évoluer de manière ingénieuse pour exploiter des sources d'énergie alternatives. Certaines pourraient y posséder des capacités photosynthétiques, en utilisant des pigments spéciaux pour exploiter jusqu'à la plus infime trace de lumière filtrant à travers la croûte de la planète. D'autres pourraient former des relations symbiotiques avec certaines bactéries capables de les aider à recevoir de l'énergie à partir des minéraux et des composés organiques présents dans les rivières. Profondément sous la surface de la planète, les rivières ne sont pas seulement des sources d'eau. Elles sont riches en nutriments essentiels à la vie. Ces rivières traversent de vastes réseaux souterrains, créant des poches d'environnements habitables, où la vie peut prospérer. De telles créatures pourraient se nourrir de minéraux solides, et développer des coquilles pour garder leur intérieur humide. Elles devraient développer des caractéristiques biologiques uniques pour survivre dans ces environnements difficiles. Par exemple, certaines espèces pourraient développer une forme de bioluminescence pour se repérer dans ces tunnels souterrains obscurs. D'autres pourraient développer des organes sensoriels capables de détecter des changements subtils dans l'environnement, les aidant à localiser des sources de nutriments et à éviter les dangers. Un peu comme les taupies. Ces écosystèmes reposeraient sur un équilibre délicat de recyclage des nutriments. Les micro-organismes décomposeraient la matière organique et libéreraient des nutriments essentiels dans les rivières. Cela, à son tour, pourrait aider les plantes à croître. Et les plantes pourraient servir de nourriture à des créatures plus grandes, et ainsi de suite. Et puis, qui sait ce qui pourrait arriver au fil des millénaires? Au fur et à mesure que la croûte terrestre se déplace et se fissure avec le temps, exposant ces royaumes souterrains à de nouveaux défis, les créatures s'adaptent et évoluent en réponse. Dans tous les cas, ce que nous avons appris, c'est que la vie est beaucoup plus adaptable que nous ne le pensions auparavant. Elle pourrait survivre même dans des conditions extrêmement âpres. Nous ne savons peut-être pas quel type de vie nous découvrirons sur d'autres planètes, mais nous ne devrions pas être surpris si nous la trouvons dans les endroits les plus étranges et les plus inattendus. Qu'est-ce que la zone habitable? Dans ma chambre, c'est sans doute le seul coin encore épargné par les débris de nourriture et les jeux vidéo. Mais en astronomie, cette zone désigne une région autour d'une étoile où la température permet à l'eau de rester liquide. Trop chaude, elle s'évapore. Trop froide, elle gèle. À l'image de la soupe de boucle d'or, cette zone est juste comme il faut pour que de l'eau liquide subsiste, condition essentielle à la vie telle que nous la connaissons. Les 3 ours ne diront pas le contraire. La taille de cette zone dépend directement de la température de l'étoile qu'elle entoure. Toutefois, elle ne garantit en rien la présence de vie. L'atmosphère d'une planète et la protection offerte par son champ magnétique y jouent également un rôle essentiel. Les scientifiques ont déjà identifié plus de 5000 planètes au-delà de notre système solaire, et seules 63 pourraient être propices à une forme de vie comparable à la nôtre. Une véritable loterie cosmique. La bonne nouvelle, c'est que ce principe s'étend aussi aux lunes. Si celles-ci gravitent dans une zone habitable, elles pourraient elles aussi abriter des conditions favorables à la vie. Ce serait un véritable jackpot, 2 oasis pour le prix d'une. Dans notre système solaire, la zone habitable s'étend approximativement entre 129 et 168 millions de kilomètres du Soleil. De toutes les planètes situées dans cette bande, seule la Terre a vu poindre la vie. Mais imaginons un instant que nous puissions rendre toutes les planètes habitables. Commençons par Mercure. Avant toute chose, il faudrait offrir à Mercure une profonde transformation, épaissir son atmosphère, lui fournir un champ magnétique, et l'arroser généreusement d'astéroïdes riches en eau. Bref, c'est l'heure de la terraformation. Étant la planète la plus proche du Soleil, Mercure ne manque certes pas de lumière.
En vérité, elle aurait surtout besoin de se rafraîchir. Sa température atteint aujourd'hui les 430 degrés Celsius. Bien trop chaud, comme le ferait remarquer Papa Ours. C'est pourquoi il faudrait déplacer la planète vers une orbite plus clémente, environ 2 fois plus éloignée du Soleil. Grâce à la terraformation et à un climat désormais tempéré, l'eau finirait par apparaître. Et si nous souhaitons un environnement véritablement confortable, nous pourrions bâtir des habitats souterrains, ou bien en surface, à condition de les protéger efficacement contre la chaleur et les radiations. Avec un peu d'ingéniosité, tout est possible. Après tout, des gens vivent en Arizona, n'est-ce pas? Il ne manquerait plus que les terrains de golf. Abordons à présent Vénus, cette fameuse planète de l'amour, où les températures sont si extrêmes qu'elles suffisent à faire fondre le plomb, et où la pression atmosphérique est telle qu'elle pourrait vous broyer en quelques secondes. Charmant, n'est-ce pas? Vénus est considérée comme la planète sœur de la Terre, mais comme dans bien des fratries, nous n'avons presque rien en commun. Tâchons d'y remédier. Si nous introduisions de l'hydrogène sur Vénus, il réagirait avec le dioxyde de carbone pour produire de l'eau et du graphite. L'eau nous permettrait de générer de l'oxygène. Mais pour mener ce projet à bien, il nous faudrait amasser de l'hydrogène spatial, comme s'il y avait soudain des soldes à prix cassés. Ensuite, il nous resterait à bâtir des logements capables de résister aux rafales et aux pluies acides. Une formalité, n'est-ce pas? Heureusement, avec la planète suivante, les choses deviennent bien plus simples. Mars est souvent vu comme la candidate idéale pour abriter une vie extraterrestre. C'est un monde rocheux, à l'atmosphère ténue, mais dont la surface montre des traces d'eau, et même des signes potentiels de vie microbienne. Aux yeux des Martiens, c'est sans doute nous, les extraterrestres. Dans l'optique de terraformer Mars, la présence d'océans serait essentielle. Elle contribuerait à en épaissir l'atmosphère et à en réchauffer la surface. Il ne resterait plus qu'à provoquer une nouvelle pluie d'astéroïdes, ou bien à installer d'immenses miroirs pour réfléchir la lumière solaire et faire fondre les glaces. Tout simplement. Dès l'apparition d'étendues océaniques sur Mars, la planète amorcera lentement sa transformation en un monde verdoyant, comparable à notre Terre. Il ne restera plus qu'à y ériger des habitats artificiels, en veillant à leur offrir tous les attributs du confort domestique. Rendre les planètes telluriques habitables n'est pas si insurmontable, comparé aux géantes gazeuses. Jupiter, par exemple, est dépourvu de surface solide, rendant sa colonisation pratiquement irréalisable. Il nous faudrait redoubler d'inventivité. Pourquoi ne pas envisager des structures flottantes, suspendues dans les nuages, là où température et pression rappellent celles de la Terre? Il suffirait ensuite de les isoler des petits désagréments, tels que des vents dépassant 640 km/h et des éclairs à chaque minute. Mais si nous parvenions à ériger des habitations dans l'atmosphère jovienne, les panoramas qui s'offriraient à nous seraient d'une rare magnificence. Imaginez-vous éveillé chaque matin face à ces bandes colorées et à ces nuées en perpétuel mouvement, ou bien flânant dans l'épaisse atmosphère de cette géante gazeuse. Effrayant sans doute, mais spectaculaire. Prenez garde à ce balcon. Nous pourrions aussi recourir à des technologies avancées afin de rendre l'atmosphère de Jupiter respirable. Un système qui transformerait ces gaz pour libérer de l'oxygène. Cela relève aujourd'hui de la science-fiction, mais quelle idée fascinante. Abordons maintenant Saturne, autre géante gazeuse dénuée de surface solide, apte à accueillir la vie. Pourtant, tout espoir n'est pas perdu. Comme pour Jupiter, nous pourrions concevoir des habitats flottants dans les couches supérieures de son atmosphère. Une vie suspendue dans un nuage de luxe, bien que le loyer soit stratosphérique. On pourrait également envisager de recouvrir la planète d'un vaste bouclier, semblable à un parapluie spatial, car dans l'espace, ce ne sont pas les gouttes d'eau qui tombent, mais les rayons cosmiques. Cette barrière servirait à nous préserver des radiations et des vents solaires, rendant le climat saturnien plus clément. Rappelons-nous notre récente évocation des lunes. Titan, satellite de Saturne, possède une atmosphère épaisse ainsi que, probablement, un océan souterrain. Quant à Encelade, il dissimule lui aussi une mer sous sa croûte. Ces deux astres représentent des candidats idéaux pour une implantation humaine, bien plus accessible que Saturne. Uranus est une géante de glace, composée de fluides denses et froids tels que le méthane, l'ammoniac et l'eau. Sa température de surface avoisinant les -214 degrés témoigne d'un froid extrême. Dès lors, comment pourrions-nous rendre cet environnement habitable? L'une des solutions consisterait à générer un effet de serre contrôlé. Ce phénomène naturel permet, sur Terre, de stabiliser les températures, lorsque ce n'est pas nous qui en sommes à l'origine. Quand la lumière solaire traverse l'atmosphère, une fraction est retenue par les gaz dits à effet de serre, formant une enveloppe thermique autour de la planète. Cela fonctionne.
tant que nous ne le perturbons pas. Pour réchauffer une géante glacée telle qu'Uranus, il conviendrait d'amplifier cet effet. Nous pourrions, par exemple, enrichir son atmosphère en gaz approprié ou concevoir un vaste réseau de miroirs destiné à capter la chaleur solaire. Mais une telle entreprise exigerait une logistique titanesque, sans parler de la précision requise pour en ajuster l'orientation. Il serait sans doute plus raisonnable de s'intéresser aux lunes d'Uranus. Leur surface rocheuse, voire la présence d'océans internes, pourrait en faire des havres propices à la vie, et les panoramas qu'elles offrent sont tout simplement sublimes. Passons maintenant à Neptune, dernière étape de notre périple, une autre géante de glace, dont l'année dure 165 révolutions terrestres. Façonnez d'abord une atmosphère. Celle de Neptune est essentiellement constituée d'hydrogène, d'hélium et de méthane. Pas vraiment idéal. Il nous faudrait y apporter des végétaux ou d'importantes quantités d'oxygène afin de la rendre un tant soit peu respirable. Mais comment ajouter de l'eau à une géante gazeuse ? Il faudrait peut-être exploiter la glace présente sur ces lunes, ou bien envisager le transport de vastes quantités d'eau depuis la Terre. Imaginez un groupe de vaisseaux tractant d'immenses réservoirs en direction de Neptune. Et une fois la planète dotée d'une atmosphère respirable et d'eau liquide, il nous faudrait y édifier des habitats. Sans doute une nouvelle cité flottante, car on n'en a jamais trop. Imaginons que, par un miracle, toutes les planètes soient devenues habitables. Que se passerait-il ? Cela relancerait sans doute l'exploration et la colonisation spatiale. Des habitations apparaîtraient un peu partout. On pourrait migrer de Mercure à Neptune simplement pour vivre dans un climat plus frais. Davantage de planètes habitables offriraient aux scientifiques l'occasion d'en apprendre davantage sur la Terre. Cela conduirait à de nombreuses découvertes. Et le commerce interplanétaire pourrait commencer. Extraction massive de ressources sur les planètes, les lunes et les astéroïdes. De quoi ravir certains milliardaires. Naturellement, tout ne serait pas idyllique. De telles entreprises provoqueraient inévitablement des rivalités liées aux ressources ou au territoire. Imaginez devoir arbitrer des tensions entre Martiens et habitants de Jupiter. Au-delà des plaisanteries, envisager un système solaire intégralement habitable demeure fascinant. Toutefois, une terraformation d'une telle ampleur est hors de portée, pour l'instant. Mais qui sait ? Bien des choses jugées autrefois impossibles sont devenues réalité. Alors, continuons de rêver, tout en prenant soin de la planète que nous avons déjà. Tu te sens bien reposé, j'espère, parce que je vais te proposer quelque chose d'un peu difficile. Ne t'inquiète pas, ça va être amusant. Tu vas visiter différentes planètes dans notre système solaire et essayer de courir sur chacune d'elles. Nous allons voir où tu fileras comme une gazelle et où, au contraire, tu pourras à peine marcher. L'homme le plus rapide au monde, Usain Bolt, peut courir à une vitesse moyenne de 38 km/h. Mais sa vitesse de pointe est encore plus élevée, 43 km/h. Malheureusement, nous ne pouvons pas tous être Usain Bolt. Une personne moyenne court à une vitesse comprise entre 10 et 13 km/h. Mais peut-être existe-t-il une planète où tu pourrais battre les records du célèbre sprinter jamaïcain. Avant toute chose, voyons ce qui affectera ta vitesse lorsque tu courras sur d'autres planètes. Pour commencer, la gravité. En fonction de sa force sur la planète que tu visites, elle influencera ton poids. Et dans la plupart des cas, plus tu es lourd, plus tu courras lentement. En outre, sur toutes les planètes de notre système solaire, hormis la Terre, tu devras porter une combinaison spatiale assez volumineuse. Sans ça, tes chances de survie seront absolument nulles. Sans oublier que les conditions météorologiques sont extrêmes sur la plupart de nos voisines. Il y fait soit un froid glacial, soit une chaleur étouffante. Et les vents peuvent y être extrêmement, et je dis bien extrêmement, violents. Bref, ton fabuleux voyage est sur le point de commencer. Attache ta ceinture. La première planète sur ton itinéraire est Mercure. En jetant un coup d'œil à ce monde par le hublot de ton vaisseau spatial, tu remarques que cette planète ressemble étrangement à notre bonne vieille Lune. Mais quelques instants plus tard, tu réalises que ce n'est qu'une illusion. Sur toute la surface de Mercure, tu vois des cratères, le résultat de nombreux impacts de météorites. Et oui, cela risque de rendre ta course sur cette planète beaucoup plus difficile. Ça est ta grosse combinaison spatiale. Oui, mais tu ne survivrais pas sur Mercure sans cette protection. Les températures y sont extrêmes. 427 degrés pendant la journée et moins 179 degrés pendant la nuit. Mais il y a une chose qui peut jouer en ta faveur sur cette planète peu accueillante. Disons que tu pèses 70 kg sur Terre. Sur Mercure, tu pèseras environ 26 kg. Ce qui signifie que malgré ta combinaison spatiale si encombrante, tu pourras te déplacer beaucoup plus vite que sur Terre.
Et tu réussiras peut-être même à atteindre une vitesse de 21 km/h si tu fais un effort. La prochaine planète sur ton itinéraire est Vénus, qu'on appelle aussi l'étoile du matin. En t'approchant, tu vois un monde très différent de ce que tu as pu voir dans les livres d'astronomie. Avant d'atterrir, tu dois traverser une atmosphère super dense, composée de dioxyde de carbone. Et tandis que ton vaisseau descend, tu vois passer d'épais nuages d'acide sulfurique. On dit souvent que Vénus est un peu la jumelle de la Terre, car ces deux planètes ont une taille et une densité similaires. Sur Vénus, tu pèses presque autant que sur Terre. 63 kg. Ton poids est donc un peu plus faible ici, mais n'oublie pas que tu portes cette combinaison spatiale. Malgré ça, comme les conditions sont assez similaires sur les deux planètes, il se pourrait que tu parviennes à courir un peu plus vite que sur Terre, à environ 14 km/h. Ta première impression de Mars est qu'il y fait un froid glacial. La température moyenne y est de moins 62 degrés. Même de loin, la planète a cette teinte rougeâtre. Une fois que tu as atterri sur la surface de Mars, tu comprends pourquoi. Le sol est couvert d'une poussière roussâtre. Cette même poussière, très fine, flotte dans l'air tout autour de toi. Où que tu regardes, tu vois des teintes dorées, brunes, orangées et même verdâtres. Ce sont les minéraux qui composent le sol qui déterminent les couleurs du paysage. L'épaisseur de la couche de poussière varie d'une zone à l'autre, mais la moyenne générale est d'environ 2 mètres. Et oui, cela va rendre la course un tantinet plus difficile. Sur Mars, ton poids sera beaucoup plus faible que sur Terre, seulement 26 kg. Cela te permettra d'atteindre la vitesse impressionnante de 19 km/h. En voilà un champion. Mais que vois-tu à l'horizon? On dirait une tornade. Une tempête de poussière? Il est temps de foncer. Il arrive que ces tempêtes de poussière s'étendent sur toute la planète. Les plus grosses sont même visibles depuis la Terre. Et maintenant, te voilà en face d'un autre problème. Tu vois, Jupiter, tout comme Saturne, est une géante gazeuse. Cela signifie que la plus grande planète de notre système solaire, et Jupiter est si grande qu'elle pourrait avaler 1300 terres, n'a pas de surface solide. Il va donc te falloir imaginer à quoi ressemblerait ton sprint s'il était possible de courir sur Jupiter. L'atmosphère de cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium. Pendant ta descente, tu contemples d'épais nuages bruns, jaunes, rouges et blancs. C'est grâce à eux que cette planète est si belle, avec toutes ses stries colorées. Sur Jupiter, tu pèserais 177 kg. Tu t'épuiserais rien qu'en marchant dans ta combinaison spatiale si peu pratique. Enfin, si tu pouvais marcher sur la surface de cette planète, bien sûr. Si tu essayais d'y courir, tu te traînerais à une vitesse comprise entre 1,6 et 3 km/h. Et comme si tout ça n'était pas déjà assez ridicule, il y a énormément de vent sur Jupiter. Et il souffle entre 322 et 644 km/h. Tu vois ces anneaux? C'est Saturne, une autre géante gazeuse dépourvue de surface solide. Cette planète est principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et sa température et sa densité changent au fur et à mesure que tu t'y enfonces. Si tu décidais de quitter ton vaisseau spatial et de marcher sur la surface de Saturne, tu tomberais tout simplement dans la planète. Mais vu d'en haut, on dirait pourtant que Saturne possède une surface. Cette sphère de couleur brun-jaune est entourée de plusieurs couches de nuages. La couche extérieure visible est composée de nuages d'ammoniac. Au-dessous, il y a des nuages d'hydrosulfure d'ammonium. Et la couche la plus profonde est composée de nuages d'eau. Bien que Saturne soit une géante gazeuse, ton poids n'y serait pas très différent, environ 75 kg. La raison, c'est que la gravité de cette planète est similaire à celle de la Terre. Mais à cause des conditions qui y règnent et de ta fichue combinaison spatiale, tu courrais un peu plus lentement là-bas que sur Terre, à une vitesse d'environ 6 km/h. Avant de repartir, tu admires la caractéristique la plus célèbre de Saturne, ses superbes anneaux gris, beige et fauve. Ils sont constitués de morceaux de roche et de glace. Tu aperçois aussi quelques-unes des 53 lunes de Saturne. Tiens, voici Titan, un monde glacé plus vaste que notre Lune et même que Mercure. C'est la deuxième plus grande lune du système solaire. La planète suivante sur ton itinéraire est une boule bleu-vert faite de glace et de gaz. C'est la géante glacée Uranus. Elle doit cette belle teinte à la lumière du Soleil qui se réfléchit sur sa surface. Uranus n'est pas solide, actionne vite les freins. Si tu n'arrives pas à t'arrêter à temps, ton vaisseau spatial va traverser la haute atmosphère de la planète et s'enfoncer dans son noyau liquide et glacé. Je doute que tu parviennes à y mener ton expérience.
Alors, il nous faut à nouveau faire preuve d'un peu d'imagination. Sur Uranus, ton poids serait d'environ 62 kg. Et, contre toute attente, tu pourrais atteindre une bonne vitesse ici, au moins 13 km/h. Si tu ne te retrouves pas au milieu d'un ouragan, bien sûr. En été, il y a d'énormes tempêtes sur cette planète, lorsqu'Uranus est à son plus haut niveau de chaleur. Les ouragans peuvent alors s'y étendre sur plus de 9650 km. La planète la plus éloignée du Soleil, Neptune, est 4 fois plus grande que la Terre, mais 17 fois plus lourde. La surface bleue que tu aperçois en t'approchant d'elle est en fait une couche de gaz tourbillonnant et de nuages permanents. Le manteau de cette planète est composé de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Et c'est à peu près tout ce que Neptune a comme surface. Il n'y a donc pas de terre ferme ou marché. Alors, une fois de plus, on va utiliser notre imagination. Sur Neptune, tu pèserais un peu plus lourd que sur Terre, 79 kg. Mais ta vitesse y serait à peine inférieure à celle que tu atteins sur notre belle planète, environ 8 km/h. Voilà, ton aventure touche à sa fin. Alors, sur quelle planète as-tu le plus aimé courir ? Les vastes étendues de l'univers recèlent une infinité de secrets et de possibilités. Et voici l'une des questions les plus intrigantes. À quoi ressemblerait la vie et nous autres en tant qu'êtres humains sur d'autres planètes ? Imagine un monde où les lois de la physique, les conditions et l'environnement sont si différents de ce à quoi nous sommes habitués. Comment évoluerions-nous pour nous adapter à ces nouvelles contrées étranges ? Voyons voir. Mercure est la planète la plus proche du Soleil et possède une atmosphère très fine. Les températures y sont extrêmes, le jour atteignant plus de 426 degrés Celsius et la nuit descendant jusqu'à moins 179 degrés Celsius. Alors, que pouvons-nous faire pour survivre à ces températures insensées et aux radiations solaires constantes ? Nous pouvons peut-être nous transformer en métal comme par magie. Le titane et le platine, par exemple, supportent parfaitement ces températures élevées. Mais plus sérieusement, il existe une solution. Nous pourrions nous installer sous terre, là où les températures ne sont pas aussi extrêmes. Si nous vivions sous terre, nous pourrions développer de grands yeux afin de mieux capter la lumière. Nous pourrions aussi avoir une peau plus épaisse pour nous protéger des radiations intenses. En fait, nous avons deux options. Devenir Iron Man ou bien devenir des taupes. Passons à Vénus. Cette planète est extrêmement hostile. Tout d'abord, Vénus est connue pour son atmosphère épaisse, du type plus toxique que ton ex. Toute la planète est recouverte de dioxyde de carbone et sa surface est complètement desséchée, ce qui la rend incroyablement étouffante. La température moyenne y est d'environ 452 degrés Celsius, ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de notre système solaire. N'oublie pas non plus la pression incroyable qui y règne. Se tenir sur Vénus, c'est comme plonger à 920 mètres sous l'eau. Seuls des microbes terrestres les plus résistants pourraient survivre dans de telles conditions. Donc, si tu désires vivre sur Vénus, tu devras peut-être te transformer en microbe. Hélas, comme nous ne sommes pas des micro-organismes, il nous faudrait porter un équipement spécial pour y survivre. Peut-être devrions-nous nous développer un exosquelette résistant à la chaleur afin de nous protéger, ainsi que de nouveaux poumons capables de filtrer les particules toxiques de cette atmosphère. Parlons plutôt de notre cousine écarlate favorite, Mars. Le premier changement notable, après quelques centaines d'années, serait un nouveau squelette. La gravité sur Mars est beaucoup plus faible que sur Terre, donc tes muscles et tes os auront tendance à s'atrophier. Pour compenser cette différence, tu devras manger davantage et probablement te mettre à la gym. Tu devras aussi t'adapter à la faible pression atmosphérique et aux températures plus froides. Il te faut bien un moyen de retenir la chaleur, n'est-ce pas ? Cela signifie que tu devras avoir une couche de graisse plus épaisse. Désolé, mais sur Mars, nous risquons de prendre du poids. Une raison de plus pour faire du sport. Un autre changement important se produirait au niveau de la peau. Ta peau est comme une grande barrière qui te protège des désagréments tels que les bactéries, les rayons UV ou le fait de ressembler à un monstre écorché. Que se passerait-il alors ? Eh bien, tu deviendrais très probablement orange, à cause des caroténoïdes. Les caroténoïdes sont un type de nutriments que l'on trouve dans des aliments tels que les carottes, les pommes de terre, les tomates, etc. Ils protègent très bien contre les rayons ultraviolets de la planète Mars. Ils n'ont qu'un seul inconvénient. Si tu manges trop de citrouilles cultivées sur place, tu vireras progressivement à l'orange. Mais ce n'est peut-être pas si grave. Peut-être que la vie sur Jupiter serait plus facile ? Oh oui, sûrement. Sauf qu'il n'y a pas de terre ferme. Cette planète est composée d'hydrogène et d'hélium, et c'est pour ça qu'on l'appelle une géante gazeuse. Tu y tomberais tout simplement.
au travers des immenses nuages. Et même si tu parvenais à atterrir et à marcher sur quelque chose, ce serait comme si tu te déplaçais dans un brouillard à couper au couteau. Alors comment évoluerions-nous là-bas ? Primo, notre taille pourrait changer pour résister aux immenses pressions. Secondo, les fluctuations de température sur Jupiter sont énormes. La surface est terriblement froide et la température augmente considérablement sous les couches extérieures de l'atmosphère. Tertio, si tu vivais sur Jupiter, il n'y aurait pas de langage oral. Cette géante gazeuse absorbe les ondes radio, donc même si tu parlais, personne ne pourrait t'entendre. Il n'y aurait pas non plus de musique, et donc pas de fête. À quoi bon alors ? Peut-être pourrions-nous communiquer en langage des signes ? Mais ce n'est pas si simple. Jupiter est perpétuellement agité de vents violents et de puissants orages. Il est donc peu probable que tu puisses y voir quoi que ce soit. Même si nous évoluions d'une manière ou d'une autre, notre vie n'y serait vraiment pas facile. Avant d'atterrir sur Saturne, tu voudras probablement admirer de près ses anneaux emblématiques. Mais c'est hélas impossible, car les anneaux de Saturne sont constitués d'un tas de particules de glace flottant dans l'espace. Il serait donc extrêmement difficile d'atterrir. Allons donc directement sur Saturne. À première vue, cette planète ne semble pas si mal. Certaines couches de cette géante gazeuse présentent des températures plutôt agréables. Si nous plongeons plus profondément dans la planète, il fait même relativement chaud, jusqu'à -3 degrés dans sa deuxième couche. Il s'agit d'une température moyenne dans les pays comme la Suède et le Canada. Malheureusement, il ne s'agit que d'une seule de ces nombreuses couches. Le reste de la planète est incroyablement froid. Pour survivre sur Saturne, nous devrions donc faire beaucoup d'efforts. En plus du froid, nous devrions nous accommoder de l'environnement hostile de la planète, notamment ses tempêtes extrêmes, ses vents violents et ses radiations. Pour nous protéger de ces conditions, il nous faudrait encore développer une peau résistante, des techniques d'isolation, etc., etc. La planète suivante est Uranus. L'environnement d'Uranus est très différent de celui de la Terre, avec des températures beaucoup plus froides, l'absence de surface solide et une atmosphère très différente. C'est comme une autre Jupiter, mais qui donnerait dans les tons bleus. Mais on pourrait plus mal tomber. Il y a même de l'eau sur Uranus. Le seul problème, c'est que la planète regorge d'ammoniac, ce produit radical que nous utilisons pour le nettoyage. Ne t'étonne donc pas si tu y sens une odeur irrespirable. De plus, il fait incroyablement froid là-bas, comme si l'hiver n'en finissait jamais. Comment survivre dans un environnement aussi sombre et hostile ? Nous aurions besoin d'une peau plus épaisse pour faire face à ces températures extrêmes. Nous aurions également besoin d'yeux plus grands pour mieux voir dans l'obscurité. Enfin, nous pourrions être amenés à développer un nouveau système auditif, comme celui des dauphins. Ce serait assez rigolo, non ? Passons à Neptune. Si des êtres humains devaient évoluer sur Neptune, il leur faudrait s'adapter à ces conditions difficiles. Neptune, la 8e planète la plus éloignée du Soleil, est une autre géante gazeuse. La seule différence est que cette planète pourrait bien avoir un noyau solide. Si nous devions vivre sur Neptune, nous n'aurions d'autre choix que de flotter ou de nager à travers son atmosphère riche en méthane. Nous devrions également développer des branchies ou un dispositif semblable pour respirer. En fait, nous deviendrions soit des reptiles de l'espace, soit des poissons cosmiques. Sur Neptune, la gravité est légèrement supérieure à celle de la Terre, mais les vents violents font qu'il est très difficile de rester en place. Pour résister au vent, il nous faudrait être beaucoup plus lourd. Là encore, il s'agit de manger beaucoup et de se muscler. Oui, techniquement ce n'est pas une planète, mais nous l'aimons toujours et nous ne pouvons pas la laisser en reste. Un monde petit, lointain et incroyablement froid. Pluton est encore plus petite que notre Lune. Et pour cette raison, il n'y a presque aucune gravité. Il sera donc très difficile de s'y tenir debout. Pour éviter de s'envoler accidentellement dans l'espace en jouant au football, il faudrait créer des machines simulant la gravité. Et si nous ne voulons pas avoir le vertige, nous devrons développer un tout nouveau système nerveux. Mais Pluton pourrait être pire. Par exemple, il y a de l'eau liquide sous sa surface, et même quelques montagnes glacées. Il serait peut-être possible d'y survivre si nous disposions d'un équipement conséquent, de vêtements, de fournitures et... Non, laisse tomber, c'est trop se compliquer la vie. Quoi qu'il en soit, de la chaleur torride de Mercure aux températures glaciales de Neptune, chaque planète présente un ensemble unique de défis environnementaux et d'opportunités d'évolution. Même si nous ne saurons jamais vraiment à quoi ressembleraient les humains sur ces autres mondes, il est passionnant d'envisager les possibilités infinies qui s'offrent à nous. Ne cessons jamais de regarder en direction des étoiles et de nous poser de telles questions. Fatigué d'attendre la colonisation ? La Terre te semble bien trop ennuyeuse avec tous ses problèmes et ses moustiques. Eh bien, rassure-toi, tu vas pouvoir prendre les choses en main et construire ta propre planète. Mais avant de tendre la main vers la colle cosmique et les paillettes, tu dois examiner 2 ou 3 choses. Notre grand projet de bricolage commence maintenant. D'abord, nous devons trouver le bon endroit.
Les planètes doivent toutes tourner autour d'une étoile, n'est-ce pas? Dans un buffet cosmique, chaque étoile a sa propre saveur. Pour que les choses soient bien en ordre, les astronomes utilisent un système de classification stellaire. Les étoiles massives sont les divas du cosmos. Elles sont énormes, brillantes, et se font toujours remarquer. Mais tout n'est pas toujours rose. Elles ont une courte durée de vie et s'éteignent rapidement, comme des bougies. Elles ont aussi une gravité énorme, alors fais attention à ce qu'elles n'aspirent pas ta planète. Les étoiles naines, en revanche, sont peut-être petites, mais elles compensent par leur endurance. Elles peuvent brûler pendant des billions d'années, ce qui signifie que leurs planètes ont largement le temps de développer des formes de vie. Les étoiles super chaudes sont bleues ou blanches, tandis que les étoiles froides sont généralement rouges ou oranges. Oui, on croirait que ce serait l'inverse, mais c'est comme ça. Alors, que choisir? Eh bien, les planètes proches des étoiles bleues et blanches pourraient vite se faire frire comme des nuggets de poulet. En revanche, avec les étoiles rouges, notre planète pourrait se transformer en une boule de glace. Si c'est ce que tu préfères, alors fonce, mais tu peux toujours choisir un juste milieu. Une étoile jaune comme notre Soleil, par exemple, ni trop froide, ni trop chaude, juste ce qu'il faut. Maintenant que tu as choisi ton étoile, commençons à construire la planète. Le cœur de la planète est son noyau. Il crée un champ magnétique, une force invisible qui protège la planète des rayons cosmiques et des particules chargées. Sans ce champ, la planète se ferait griller par les radiations de l'étoile comme un hamburger bien cuit. Mais le champ magnétique n'est pas toujours une force positive. Sur certaines planètes, comme Jupiter, il est si fort qu'il crée des ceintures de radiation super intenses et des conditions météorologiques complètement folles. Si tu espérais utiliser une boussole pour t'orienter, c'est raté. Le champ magnétique ferait tourner son aiguille comme un danseur qui a bu trop de café. Ainsi, en choisissant un noyau léger, ta planète sera moins bien protégée contre les radiations, comme quand tu bronzes sans crème solaire. D'un autre côté, les noyaux plus gros peuvent se générer plus de chaleur, ce qui peut entraîner une plus grande activité volcanique et de tremblements de terre. La meilleure option est un noyau de taille moyenne composé principalement de fer et de nickel. Cela éloignera les éléments nuisibles sans transformer ta planète en patate chaude cosmique. Une fois notre cœur en place, nous pouvons passer à l'étape suivante. Les planètes sont comme des oignons. Elles ont des couches. La plupart des planètes ont 3 couches principales, le noyau, la croûte et le manteau. Le noyau est la farce, comme nous l'avons déjà expliqué. Le manteau est comme une couche de caramel chaude et gluante entre la croûte et le noyau. Et la croûte est comme une fine couche de glaçage sur un gâteau planétaire. Mais toutes les planètes ne sont pas construites de la même façon. Nous avons donc des tonnes d'options. Tout d'abord, nous avons les géantes gazeuses, les mastodontes de l'univers. Dans notre système solaire, ce sont Jupiter et Saturne. Elles n'ont pas de croûte du tout. Ce sont en fait d'énormes boules de gaz, composées d'hydrogène et d'hélium, d'où leur nom. Ensuite, nous avons les géantes de glace, Uranus et Neptune. Elles sont comme les sœurs plus jeunes et plus froides des géantes gazeuses. Ces planètes n'ont pas vraiment de surface solide, mais ce n'est pas non plus du gaz pur. Elles sont composées de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane. Il y a aussi des mondes océaniques. Et non, ils ne sont pas faits d'eau pure. Ils ont bien une surface solide, mais elle est située si profondément et l'océan à leur surface est si grand qu'ils ressemblent un peu à des gouttes d'eau géantes. Enfin, nous avons les planètes terrestres, comme la Terre. Elles sont principalement composées de roches et de métal. Ces planètes ont une surface sur laquelle on peut se tenir debout et s'accompagnent généralement de tout un tas de minéraux sympas. Et n'oublions pas les planètes naines, petites mais puissantes. Pluton est probablement la plus célèbre, mais il y en a d'autres dans notre système solaire. Eris, Cérès, Oméa, et ainsi de suite. Ce sont des petites frappes qui essaient toujours de prouver leur valeur, mais qui n'arrivent jamais à devenir des planètes à part entière. Quel type de planète préfères-tu? Les géantes gazeuses sont probablement les plus cool avec leurs dimensions énormes, leurs vents fous et leurs éclairs effrayants.
nous devons aussi créer une atmosphère. C'est la couche extérieure d'une planète qui joue un rôle immense dans son climat et sa météo. C'est l'ultime protecteur de la planète. Savais-tu que 90 à 95% des météores brûlent dans l'atmosphère terrestre? Imagine ce qui se passerait si ce n'était pas le cas. Les atmosphères denses et brumeuses, comme celles que l'on trouve sur Vénus, sont faites d'épaisses couches de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique. En d'autres termes, ce n'est pas une planète, mais un four. Tu pourrais facilement y faire cuire une pizza, mais elle ne serait pas très bonne. Et tu te ferais cuire toi-même. Ensuite, nous avons des atmosphères fines et vaporeuses, comme sur Mars. La fine couche de dioxyde de carbone fait que sa pression de surface représente environ 1% de celle de la Terre. Sur de telles planètes, tu pourrais voler comme un super-héros avec un bon réacteur dorsal. Et puis, il y a les atmosphères mixtes, comme celle de la Terre. Les couches d'azote, d'oxygène et d'autres gaz créent les conditions parfaites pour la vie telle que nous la connaissons. C'est aussi là que nous profitons des journées ensoleillées, des arcs-en-ciel et, bien sûr, de l'eau. Et enfin, les atmosphères plus exotiques. Tu les trouveras sur des planètes comme Neptune, où les couches d'hydrogène, d'hélium et de méthane créent un monde bleu qui ressemble à une bille géante. Ces planètes sont super bizarres, et donc parfaites pour les bâtisseurs de mondes les plus créatifs. Presque terminé. La dernière question est la suivante. Voudrais-tu que ta planète abrite de la vie? Dans ce cas, tu dois tenir compte de certaines choses. Par exemple, elle doit être située dans la zone habitable. Il s'agit de l'endroit idéal autour d'une étoile où les conditions sont réunies pour qu'il y ait de l'eau liquide à la surface. Il faut que ta planète ne soit ni trop proche, ni trop éloignée de son astre. Et n'oublie pas les températures. Par exemple, il te faudra une bonne quantité d'oxygène pour que ta planète soit agréable et chaude, mais pas trop pour éviter que tout ne s'enflamme spontanément. Bien sûr, il faut un peu d'eau, mais pas trop non plus. Et un climat stable. Tu ne voudrais pas que ta planète subisse des variations extrêmes de température ou d'humidité? Ça l'amènerait tout droit à l'extinction. Ah, et son orbite doit être stable afin qu'aucun événement astronomique majeur ne vienne perturber les choses. Comme tu peux le constater, tout ça est extrêmement délicat. Pas étonnant qu'on n'ait pas encore rencontré de vie extraterrestre. Enfin, maintenant que nous avons fini de sélectionner toutes ces options, comment pouvons-nous la construire? La terraformation, ça te dit quelque chose? C'est lorsque nous modifions délibérément l'atmosphère, la température et d'autres conditions pour rendre une planète habitable pour les humains et d'autres formes de vie terrestre. Par exemple, nous pourrions libérer des gaz à effet de serre sur Mars pour la réchauffer et épaissir son atmosphère. Mais c'est un peu comme essayer d'améliorer un personnage de jeu vidéo monstrueux et plutôt empoté. Et si on construisait tout ça à partir de rien? Ça a l'air d'être une idée de science-fiction. Mais peut-être qu'à l'avenir, nous pourrons le faire en utilisant l'impression 3D à grande échelle ou la nanotechnologie. Nous créerons la structure de base, puis nous ajouterons toutes les conditions nécessaires au développement de la vie. Bien sûr, tout cela reste purement théorique. Mais si la création artificielle d'une planète est encore loin de nos capacités, nos scientifiques et auteurs de science-fiction étudient de nombreuses idées et concepts très intéressants. Nous aurons peut-être un jour toutes les cartes en main pour créer de nouveaux mondes. Wouch! Ton vaisseau spatial est presque arrivé. Grâce aux dernières technologies, tu peux maintenant voyager vers n'importe quelle planète de notre système solaire plus rapidement que jamais. Et nous pouvons enfin visiter d'autres planètes en toute sécurité. Tu t'es inscrit à un voyage dans l'espace et tu es maintenant à bord d'un vaisseau avec ton guide, des astronautes et quelques autres passagers. Premier arrêt, la plus petite planète de notre système solaire, Mercure. Elle se trouve à seulement à 1/3 de la distance de la Terre au Soleil. La vue va être spectaculaire. Dès que ton vaisseau se pose sur la surface solide de cette planète rocheuse, tu vois un univers sans fin. Des étoiles, des comètes qui passent et le Soleil. 3 fois plus grand que ce que nous voyons depuis la Terre. Sans aucun nuage pour gêner la vue. Il n'y a pas de lune. Mercure et Vénus n'en ont pas. Tu essayes de bouger, mais à cause de ta combinaison spatiale et de la gravité réduite, tu as l'impression d'être sur un trampoline dans un film au ralenti. Il n'est pas prudent de venir ici pendant la journée. Sur Mercure, elle dure presque 50
39 jours terrestres. Bien que ta combinaison spatiale te protège, les températures peuvent devenir assez extrêmes. Pendant la journée, elles montent jusqu'à 430 degrés. Il n'y a pas d'atmosphère pour conserver la chaleur, donc la température pendant la nuit peut descendre jusqu'à 180 degrés. C'est pourquoi Mercure n'est pas la planète la plus chaude, même si elle est la plus proche du Soleil. Vénus est la deuxième plus proche, mais elle possède une atmosphère qui retient sa chaleur. Tu es en sécurité dans ta combinaison spatiale adaptée, mais il sera quand même très difficile de subir des changements de température aussi radicaux, alors tu dois te dépêcher. Mercure a une gravité plus faible parce qu'elle pèse moins que la Terre, ce qui signifie que la gravité sur Mercure tire moins sur ton corps. Si une personne pèse 45 kg sur Terre, elle pèsera 17 kg sur Mercure. Et tu te sens vraiment plus léger. Dépêche-toi, nous n'avons pas beaucoup de temps. Tu entends la voix de ton guide dans ta combinaison spatiale. Il est debout à côté de toi et pointe quelque chose du doigt. Regarde à ta gauche, c'est pour ça que nous sommes ici. Le bassin Calorie. Époustouflant. L'atmosphère de Mercure est si fine que rien ne protège la planète des astéroïdes qui percutent sa surface. C'est elle qui a le plus de cratères de notre système solaire. C'est pourquoi elle te rappelle la Lune. Et maintenant tu es là, regardant le bassin Calorie, le plus grand cratère d'impact de tout le système solaire, formé il y a presque 4 milliards d'années par un objet d'au moins 97 km de long. Tu peux voir son intérieur rocheux, rempli de crevasses profondes et de crêtes aiguës, entouré des plus hautes montagnes que l'on puisse trouver sur cette planète, lesquelles s'élèvent à 3000 mètres au-dessus de nombreuses cheminées volcaniques. Elles étaient en activité autrefois. L'autre côté, qui est caché du soleil, recèle de minuscules dépôts de glace. C'est la seule forme d'eau que l'on trouve ici, mais tu n'auras pas le temps de la voir. Mercure n'est qu'une étape temporaire avant de continuer à avancer. Tu commences à peine à te mettre à l'aise dans le vaisseau lorsque tu vois ton guide s'approcher de toi. On ne peut pas s'arrêter sur Vénus, dit-il. Il arrive que nous puissions nous rapprocher de la surface, voire même atterrir et sortir du vaisseau. Mais aujourd'hui, les vents sont trop forts. Ils sont généralement d'un peu plus de 360 km/h et ils maintiennent les nuages jaunes et blancs de la planète en mouvement constant. C'est l'activité volcanique qui a formé la surface de Vénus. 90% de celle-ci est constituée de lave basaltique solidifiée. Ce n'est donc peut-être pas le meilleur endroit à visiter. De plus, l'atmosphère y est dense. Pendant que tu es dans le vaisseau spatial, tu reçois un appel vidéo de ta pote sur le système spécial de communication spatiale. Elle s'est rendue sur Jupiter. Jupiter est une géante gazeuse. Il n'y a donc aucun endroit où se poser. Aussi, la pression est vraiment forte. Elle comprime les gaz en liquide, donc l'atmosphère de Jupiter pourrait écraser comme une boule de papier n'importe quel vaisseau spatial fait d'acier qui traverserait ces nuages. Les visiteurs font généralement des excursions d'une journée pour la voir, orbitant à bord leurs vaisseaux spatiaux afin de prendre des photos d'en haut. C'est fou, parce que cette planète est comme un tourbillon de vent orageux et elle possède les aurores les plus brillantes de tout le système solaire. Ton ami a même vu la grande tache rouge. C'est un gigantesque anticyclone de forme ovale qui se déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'était incroyable. La tache rouge est 4 fois plus grande que la Terre. Mais le vrai régal était Europe, la 6e lune de Jupiter. Les scientifiques pensent qu'elle est jeune en raison de sa surface lisse et relativement intacte. Europe est un grand monde océanique, avec tous les ingrédients nécessaires à une vie que nous n'avons pas encore découverte. Il propose même des visites guidées où tu essayes de découvrir si quelque chose nous attend sous une épaisse couche de glace. Les visiteurs doivent porter des combinaisons spatiales spéciales de protection car Europe reçoit d'énormes quantités de radiation de Jupiter. Et il y a Io, une autre lune de Jupiter qui est colorée et tout simplement la plus belle chose qui soit. C'est un endroit où l'activité volcanique est plus importante que sur Terre et où l'on trouve les volcans les plus actifs de notre système solaire. Plus de 400 volcans, 150 d'entre eux peuvent entrer en éruption à tout moment. La gravité de Jupiter pousse l'activité volcanique. Elle comprime Io comme une balle en caoutchouc et cela donne des volcans. Tu aurais aimé être là, avec elle, mais pour l'instant tu te diriges vers ta prochaine escale. Les jours passent et à un moment donné, tu vois la Terre de loin. Tu te sens un peu nostalgique en pensant à tes amis et à ta famille, mais au bout d'un moment, tu te réjouis en voyant ta prochaine destination. Enfin, c'est la planète rouge. Tu entends le bruit lointain et étouffé du vaisseau spatial qui se pose sur la surface couleur rouille. Tout ce qui t'entoure n'est qu'un immense désert aride. Le vent est fort et soulève la poussière. C'est ainsi que se forment ces énormes dunes de sable extraterrestres. Et la tempête va arriver dans les prochains jours à ce qu'on te dit. Il y a des milliards d'années, Mars avait de l'eau liquide à sa surface. Des lacs, des rivières, peut-être même abritait-elle la vie. Son axe de rotation est un peu incliné, ce qui fait que Mars a des saisons similaires à celles de notre planète. Quand un hémisphère est incliné plus près du Soleil, ça correspond au printemps et à l'été. L'autre hémisphère, qui est incliné vers l'extérieur, est pour sa part en automne et en hiver. L'atmosphère de Mars est beaucoup
plus fine que la nôtre, donc la planète ne peut pas retenir autant de chaleur près de sa surface. La pression de l'air sur Mars est environ 50 fois plus faible que celle au sommet du mont Everest. Tu arrives à l'hôtel spatial. Mars est la seule planète à disposer de tels hôtels pour le moment. Sur les autres planètes, tu dors dans ton vaisseau car elles ne peuvent pas offrir des conditions suffisamment sûres pour que les gens y demeurent longtemps. Le personnel de cet hôtel est formidable. Il s'est habitué aux touristes car Mars est l'endroit le plus visité de notre système solaire. La nourriture est excellente et tu as hâte de la manger et de dormir. Le lendemain, tu te réveilles à l'aube pour te préparer à faire du ski avec ton groupe. Les jours sur Mars sont approximativement de la même durée que sur Terre. Il a neigé toute la nuit, mais à cause de l'atmosphère sèche et de la basse pression, la neige ne reste jamais trop longtemps. Alors autant tenter sa chance. Mars a des montagnes et des vallées étonnantes, et ses calottes polaires glacées étaient si cool. Oh, et regarde les volcans! Le lendemain, un petit avion spécialement conçu pour te transporter sur cette planète vient te chercher pour une excursion d'une journée à Olympus Mons, le plus grand volcan de notre système solaire. Il s'élève à 26 km au-dessus de la surface, soit 3 fois plus haut que notre Everest. Tu atterris sur le bord extérieur du volcan. Le sommet est si haut qu'il semble dépasser l'horizon. Le 3e jour, tu visites Valles Marineris, le système de canyon emblématique que tu ne pouvais voir qu'en photo jusqu'à présent. Son réseau d'abîmes est étonnant. 5 fois plus grand et 4 fois plus profond que notre Grand Canyon. À son point le plus large, il fait 320 km de large. Tu décides de passer les 5 prochains jours dans l'hémisphère sud. Il y a un autre hôtel où tu peux réserver des excursions d'une journée vers les nombreux volcans éteints de la région. Tout est recouvert de poussière dans différentes nuances de rouge, d'orange et de brun, dues à la rouille du fer. Mais le ciel est tout le temps poussiéreux. Tu es même pris dans une tempête une fois, si bien que personne ne peut quitter l'hôtel de la journée. Tu regardes le soleil, qui est un peu plus éloigné que ce que nous voyons depuis la Terre. Ta planète te manque, où tu peux te balader tranquille, sans combinaison spéciale, sentir la brise fraîche, nager dans l'océan ou boire un bon café avec tes copains. Il y a encore un endroit à voir avant de rentrer à la maison. Il est autrement plus dangereux et compliqué à visiter que les autres. Dans la constellation du Cygne se trouve Kepler 16b, une planète qui tourne autour de 2 étoiles et qui a 2 couchers de soleil, de sorte que tu auras 2 ombres. La planète est faite de gaz et de roches, il sera donc difficile d'y atterrir. Mais cette nouvelle aventure t'attend et il est temps de partir.